Il pesait plus de 100 kilos. Il faisait peur. Ah oui, il faisait flipper celui-là. Quand il coupait une tête, elle s'envolait de 2 mètres. À l'époque, c'était un rêve de pouvoir fumer la chicha dans la rue. On a vécu une période sombre. 3 ans et demi de vie bien pourrie. Voici les derniers membres de l'État islamique. Pendant plusieurs mois, 3000 combattants et leurs familles ont été encerclés par les forces kurdes et bombardés par la coalition internationale. Épuisés et affamés, une partie d'entre eux s'est rendue. Ils attendent dans ce désert syrien d'être transférés dans un camp de rétention. Quelques-uns sont français. Vous regrettez maintenant d'être venu? Je regrette, mais d'un autre côté, je regrette pas parce que ça m'a appris la vie. Ça m'a appris à me débrouiller, à être une maman. Cette Française a vécu en Syrie pendant 4 ans. Allez, viens, Souhaï. Prends avec toi, viens. Et vous trouvez pas que la vie de vos enfants, c'est un peu dur? Oui, mais ça les a formés, je pense. Son mari, un djihadiste français, est mort au combat. Elle ne regrette rien. Pourtant, aujourd'hui, elle aimerait revenir en France. Vous l'avez gardé? Oui, je l'ai conservé. Et pourquoi? Bah, pour revenir. Mais vous savez que vous êtes considérée comme une terroriste. Bah, moi, je terrorise personne, j'ai tué personne, j'ai jamais tiré, j'ai jamais combattu. Donc après, si on me voit comme une terroriste, bah, c'est que les gens, ils sont... Après, si les gens, ils veulent me juger comme terroriste, bah, tant pis, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, mais moi, je sais que je suis pas une terroriste et voilà, c'est tout. Comme elle, ils sont des centaines de djihadistes européens à attendre aujourd'hui en Syrie que leur pays d'origine décide de leur sort. Tous plaident l'innocence, disent n'avoir commis aucun crime. Avant que le temps n'efface leurs traces, je retourne sur les ruines du califat. Je veux documenter leur passage en Syrie et comprendre leur part de responsabilité. Il y a urgence, car sans preuve, il n'y a pas de justice. Au cours de mes 12 mois d'enquête, 2 Syriens vont m'aider. Le premier est un indicateur des services de renseignement européens. Il me confie les coordonnées GPS des lieux de passage de djihadistes français, là où ils vivaient et travaillaient. Le second se prénomme Nihad. Il mène un travail de mémoire et possède des archives exceptionnelles internes au califat. Grâce à eux, je vais faire la lumière sur la vie et les exactions des djihadistes occidentaux. Le premier point GPS de mon enquête me conduit à cet immeuble, dans un quartier résidentiel de Raqqa en Syrie. Cette ville était la capitale autoproclamée de l'État islamique. 1700 Français y auraient vécu entre 2013 et 2019. Je pénètre prudemment dans les sous-sols du bâtiment.
Je suis accompagné de Nihad. Suis exactement mes pas. Il faut faire attention. On ne sait jamais, il peut y avoir des mines. Je vais regarder ça, là. Non, fais gaffe. Ça aussi, ça peut être piégé. T'inquiète. Les premières pièces sont vides. Seul un Coran traîne par terre. Sur le mur, l'image du drapeau de Daesh. C'est le premier indice sur la présence de djihadistes dans ce local. Elle est bizarre, cette pièce. On dirait une chambre froide pour stocker des cadavres. Non, c'est plutôt un studio pour enregistrer des voix. Ah bon? Un studio d'enregistrement? Oui. Il y a même des journaux sur le mur. Des journaux en langue anglaise et allemande qui rappellent le glorieux passé de l'État islamique. Je retrouve aussi des enregistrements audio en arabe et en français. Nous vous présentons le bulletin d'information de l'État islamique. Pendant les combats, un camion piégé s'est abattu sur un rassemblement d'apostats. Des dizaines d'entre eux ont été tués ou blessés. Les QG des apostats sont bombardés par des obus de Aoun. Nous demandons à Allah qu'il oriente les tirs vers leur cible. Je comprends que nous sommes dans les locaux d'Al-Bayan, la radio officielle de l'organisation. À l'époque, les djihadistes occidentaux participent pleinement à sa propagande. C'est probablement ici que Fabien Klein, le plus célèbre djihadiste français, a enregistré la revendication des attentats du Bataclan. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut, ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. La France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent les principales cibles de l'État islamique. Avec ce message, Fabien Klein déclare ouvertement la guerre à son pays. L'ennemi public numéro 1 entraîne dans son sillage des centaines d'autres candidats au djihad. Tous suivent le même chemin, depuis la Turquie. À l'époque, certains contrebandiers syriens se transforment en passeurs. Après des mois de tractation, l'un d'eux accepte de nous accorder un entretien. Il a participé au transfert de 124 jeunes Européens sur le territoire syrien. Parmi eux, les visages les plus connus du djihad français. Celui-là, sa tête me dit quelque chose. Tu l'as réellement croisé? Je pense, je ne suis pas sûr. Et celui-là? Non. Celui-là, oui. Je le connais bien. Il a passé la frontière en 2016, au mois d'avril ou de mai. Lorsqu'il est entré en Syrie, il n'avait pas toute cette barbe. C'était toi son passeur? Oui, c'est moi. Il était accompagné de 2 personnes qui avaient les cheveux clairs. Et elle? Non. Ah, celui-là, c'est un ami. Il était très pote avec le traducteur qui travaillait avec moi.
Ce gars nous appelait et nous demandait de prendre soin d'amis à lui qui voulaient eux aussi passer la frontière. Il nous disait que c'était des amis de son quartier et qu'il fallait qu'on s'occupe bien d'eux. Ces deux jeunes femmes belges, derrière ces barbelés, ont emprunté ce chemin en 2014. Nous sommes au nord de la Syrie. Depuis la chute de Daesh, 80 000 personnes vivent dans ce camp. Parmi elles, des centaines de familles de djihadistes européens qui espèrent être rapatriés et jugés dans leur pays d'origine. C'était durant la nuit. Il faut courir une histoire de 600 mètres, 600 à 700 mètres, où il ne faut surtout pas s'arrêter. Et surtout pas se faire prendre par les soldats turcs. De loin, tu vois les lumières des soldats et tout ça. Courir, baisser dans l'eau. Il y avait des grillages où tu te passais. J'ai déchiré mes vêtements, j'avais des sacs qui sont enterrés dans l'eau. C'était difficile de faire, mais on était tous seuls. J'avais pas d'enfants, c'était que toi. Mais t'es légère, tu le fais. C'était pour la bonne cause. Yasmina et Loubna traversent la frontière ici pour rejoindre deux amis en Syrie. Avec l'afflux de candidats, le réseau de passeurs se professionnalise. On a creusé un tunnel sous terre. Il allait d'un village turc à un village syrien. Une partie de ce tunnel de 3 km de long existe toujours. Mon tunnel passait la frontière à cet endroit. Les jeunes djihadistes n'étaient pas rassurés. Ils me parlaient en tremblant. Ils me posaient des questions sur Daesh. Mais nous, on leur disait juste « tout ira bien ». On les installait là, dans ce village. Et ils dormaient dans une maison du village quand ils arrivaient la nuit. On est arrivé la nuit, on a dormi avec les vêtements mouillés. C'était très difficile. Les premiers 2-3 jours, c'était très difficile. On vient de Belgique, on a beaucoup de confort là-bas. Et quand tu arrives dans une situation comme ça, où il n'y a presque pas à manger, où il n'y a pas de vêtements, ils ne te calculent pas, c'était très difficile pour nous de s'adapter à ça. Vous étiez plutôt heureuse? Oui, on me dirait. Ouais. Je ne sais pas si le mot heureuse, c'était... comment on dit? Opluchting? Soulagement. Un soulagement. Je me dis, là, je suis arrivée parce que c'était... la nuit, c'était beaucoup de stress. Même avant, tu as peur, ils vont t'attraper. C'était beaucoup de peur. Et quand tu y arrives, t'es arrivé, c'est un soulagement. Tout retour en arrière est désormais impossible. Ces Occidentaux deviennent des membres à part entière de l'État islamique. Et ils sont pris en main par l'organisation terroriste. Après le passage, on les remettait en main propre à un émir. L'émir comptait le nombre de djihadistes et il nous donnait $200 par djihadiste et pour une famille, $500. Il les fouillait d'abord complètement. La valise, les habits, tout était fouillé minutieusement. Il brûlait la plupart du temps le passeport et il déchirait parfois la carte d'identité. Il ne laissait rien au hasard. Les djihadistes sont conduits à Raqqa, la capitale syrienne de Daesh. Voici le premier document administratif qu'ils remplissent en arrivant. Un questionnaire de 30 pages où tout est consigné. La date de leur allégeance à l'État islamique,
leurs compétences sportives ou militaires, leur hobby et les cellules terroristes auxquelles ils appartiennent dans leurs pays respectifs. Une nouvelle identité choisie, comme pour cette Française née en 1990, arrivée sur le territoire de Daesh avec son mari. Kim devient Najma. Ces documents font partie d'une mine d'informations exclusive que Nihad a passé 4 ans à amasser. Depuis la décapitation de son neveu par un djihadiste étranger, ce Syrien poursuit le même objectif que moi, effectuer un travail de vérité. Il espère faire traduire un jour en justice certains criminels de guerre. Je veux identifier tous les djihadistes qui ont commis des crimes. Je veux connaître leurs objectifs, décrypter leurs pensées. Pour ça, j'ai essayé de mettre la main sur des photos, des documents, des nationalités, pour mettre des noms sur les visages des djihadistes et les suivre à la trace. J'ai fait le travail que font habituellement les services de renseignement. Je sais que c'est un travail très risqué. J'entre dans des bâtiments où personne n'a mis les pieds, des bâtiments qui peuvent être piégés par des mines. Un simple document peut me coûter la vie. Un second point GPS me ramène à Raqqa, dans le quartier de Sakana. Dans cet immeuble où aurait vécu un Français. Si la ville a été libérée, les cellules dormantes de Daesh restent actives. Pendant mon séjour, 4 attentats ont ciblé les rues les plus animées. Rares sont les voisins qui osent aujourd'hui témoigner. Tu te rappelles de l'époque de Daesh? Ah oui, je me rappelle. Ces 2 Syriens n'ont jamais quitté leur ville. Pour survivre, ils se sont pliés aux règles instaurées par les djihadistes. Abou Moad, le Français qui habitait là. Avec sa voiture, ses longs cheveux et sa ceinture d'explosifs. Tu sais, celui qui kiffait la viande. Un burger, shawarma. Il est venu pour le djihad et il passait son temps à bouffer. Et l'autre, qui portait tout le temps un sabre dans la rue. C'était un coupeur de tête. Il était noir, il pesait plus de 100 kilos. Il faisait peur. Oh oui, il faisait flipper celui-là. Quand il coupait une tête, elle s'envolait de 2 mètres. À l'époque, c'était un rêve de pouvoir fumer la chicha dans la rue. On a vécu une période sombre. 3 ans et demi de vie bien pourrie. Les Occidentaux vivent tous ensemble. Dans cet ancien quartier huppé, ils y font régner leurs lois. Quand ils mettent la main sur la ville de Raqqa, ils occupent les belles habitations de ce quartier huppé. Ils débarquent et ils disent au propriétaire que ce lieu est confisqué et qu'il doit le quitter sur le champ. S'il résiste, ils le tuent ou ils le jugent en tant que mécréant. C'est eux qui partaient en fait, c'est eux qui partaient, c'est leur maison. C'est eux, dès qu'il y a l'État islamique rentre dans les villages, eux, ils se fuient, c'est ça. Ils partaient, ils laissaient les maisons vides, ils laissaient toutes leurs affaires et ils ne revenaient pas. Il y a des maisons qui sont restées des années vides comme ça. Et c'est là où l'État islamique a utilisé les maisons. C'est pas genre on mit les gens dehors ou... En tout cas, moi, j'ai jamais fait ça.
les femmes célibataires ne sont pas autorisées à vivre seules. Daesh leur réserve des immeubles qu'ils nomment maisons des femmes. Abou Awi a été leur voisin qui, à l'époque de Daesh, n'aurait jamais osé franchir cette porte. Parfois, on entendait des cris, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Est-ce qu'on les frappait parce qu'elles ne voulaient pas se marier ou parce qu'elles voulaient s'enfuir? L'endroit était totalement fermé. Ce sont des maisons pour les femmes qui ont perdu leur mari au combat ou qui ont été répudiées par leur mari, ou des célibataires arrivés seuls, sans protection masculine ou sans famille. Et même si elles sont encore des enfants, elles doivent vivre dans cette maison jusqu'au jour où elles se marient. C'est une prison que tu ne peux quitter sans mariage. Elles n'ont laissé derrière elles que des habits en lambeaux, piégés par des mines. C'est ici que Nihad a trouvé ce document, où je découvre les noms de 19 femmes qui ont séjourné entre ces murs. Des Australiennes, des Suédoises, des Bosniaques, des Suisses, des Hollandaises et 5 Françaises. Iman, une Française âgée de 25 ans, a passé 1 an et demi dans cette maison. Moi, je ne supportais pas. C'était pour moi très difficile de vivre avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'enfants. C'est pas propre. J'ai vraiment vu des horreurs dans le sens où il y avait des familles qui étaient là depuis... quand je dis famille, c'est maman avec ses enfants, qui étaient là depuis plus ou moins 2-3 mois, qui n'ont pas le droit à un coup de téléphone, qui n'ont pas le droit de se connecter pour prendre contact avec les familles qui se trouvent à l'extérieur, qui n'ont pas le droit d'aller faire les courses, qui reçoivent qu'une couche, par exemple, pour un nourrisson de toute la journée. Une bouteille d'eau pour toute la journée. Tout est compté, en fait. Les œufs que vous prenez, le lait que vous prenez, que vous utilisez, les biscuits que vous donnez à vos enfants, tout est compté. Alors que cette propagande, en fait, qui avait été faite... Il y a tout, on distribue tout, il y a tout pour tout le monde. Ouais, c'est que... C'est une propagande et ça reste une propagande. C'est que des mensonges, en fait. Pour quitter l'endroit, Yasmina et Loubna épousent chacune un djihadiste belge. L'organisation offre aux combattants étrangers une famille pour les ancrer en Syrie. Celui qui vient de l'extérieur et qui veut se marier, comment veux-tu qu'il fasse? Ils ne vont pas se rencontrer dans un jardin. Il n'a pas le choix. C'est ici où il trouve sa future épouse. Alors il vient ici et on l'autorise à la regarder. Ils appellent ça le regard de la charia. C'est quoi le regard de la charia? Juste le visage. Elle est entièrement voilée. Mais il n'a le droit qu'à un coup d'œil sur son visage. C'est une vraie loterie. En France, l'opinion publique est partagée au sujet de ces femmes. À cette étape de mon enquête, j'ai le sentiment qu'elles sont les victimes du système mis en place par l'État islamique. Mais une Syrienne,
a une toute autre vision. J'ai fait naître les enfants de cette ville, génération après génération. Je suis connue à Raqqa et dans toute la région. Je suis comme une marque déposée. Je suis sage-femme. Elle est l'un des rares témoins à avoir eu accès à l'intimité des djihadistes occidentaux. Je suis entrée chez tout le monde. Les Irlandaises, Hollandaises, Thaïlandaises, Allemandes, Espagnoles, toutes les nationalités. Elle a aidé 34 femmes de djihadistes à accoucher. Quand je sculptais les femmes, elles portaient au minimum un pistolet et une kalachnikov. Elles étaient armées. Elles ne quittaient jamais leurs armes. Elles se méfiaient. Le seul moment où elles l'enlevaient, c'était lors de l'accouchement. Mais au quotidien, elles ne se séparaient jamais de leur pistolet. Celles qui disent qu'elles ne portaient pas d'armes mentent. Je suis même sûre que lorsqu'elles ont été faites prisonnières, elles avaient leurs armes sur elles. Dans ce magazine distribué dans les mosquées et consacré aux femmes djihadistes, on peut lire dans un chapitre dédié à l'éducation des enfants. La femme doit apprendre à son enfant à vendre son âme à Dieu et le préparer à ne jamais cesser de combattre les mécréants. Et l'auteur ajoute un peu plus loin: il représente le futur de la nation et les djihadistes de demain. Elles apprennent à leurs enfants le mal. Elles leur apprennent à tuer et à égorger. Elles les considèrent comme les petits soldats du califat. Ils étaient même formés à tirer avec des kalachnikovs. C'est un crime de faire perdre son innocence à un enfant. Pour certaines, l'engagement va même plus loin. Elles rejoignent une unité de la police islamique. À Raqqa, 5 femmes occidentales en ont fait partie. Leur unité portait le nom de Katiba Khansa. C'était une unité de femmes où il y avait quelques occidentales. Des anglaises et une ou deux françaises. Le rôle de cette katiba était de fouiller les femmes, de faire des descentes. Ce sont elles qui se chargeaient de la torture des femmes. Elles utilisaient des méthodes atroces que l'on ne peut même pas imaginer. Des méthodes terribles. Comme quoi? Torturer les seins des femmes, par exemple. C'était barbare. Elles ont poussé la torture à un niveau impensable, qui n'avait jamais existé auparavant. C'étaient des artistes en la matière. Aux yeux des Syriens, la question de la culpabilité des femmes djihadistes ne se pose pas. Ce sont des criminels. Contrairement aux très nombreuses Syriennes, qui, elles, ont bien été des victimes. Les combattants étrangers les ont parfois meurtris, jusque dans leur intimité. Moi, j'étais mariée avec un Français en Syrie. Cette Syrienne vit aujourd'hui en Turquie. Elle a fui à la mort de son mari.
Un jour, un Français est arrivé chez moi, accompagné d'autres djihadistes. Il a demandé à mon père de se marier avec moi. Mon père a refusé au départ. Ils lui ont dit, tu sais, tu ne peux rien y faire. Comme c'est la première fois, on va juste te donner un avertissement. Mais sache qu'à notre prochain passage, tu as intérêt à donner ton accord. J'ai craqué et j'ai dit à mon père de dire oui. Et mon sort a été scellé. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. Son mari, comme les autres, suit une formation islamique pendant 5 mois. Ces cours intensifs, filmés en interne, permettent à Daesh d'ancrer son idéologie dans les esprits. À la fin, son époux en sort méconnaissable. Au départ, notre relation était normale. Il se comportait bien avec moi. Mais après, il est devenu violent et très nerveux, surtout quand il s'agissait de la religion. Par exemple, il m'imposait de prier 3 fois plus que d'habitude. Je devais prier avant la prière officielle et après la prière. Il m'imposait le jeûne chaque mardi et chaque jeudi et même le vendredi. Parfois, j'osais lui dire, mais le vendredi, c'est le jour du Seigneur, c'est interdit de jeûner. Alors, il me frappait. Il vous frappait? Oui, il me battait, et parfois avec un fouet. Il prenait un câble, il me déshabillait et il me frappait. Pour une simple erreur de ma part, une simple erreur, j'avais droit à 400 coups de fouet. 400 coups de fouet? Oui, 400. En général, il me donnait 100 coups de fouet. Il faisait une pause pour se reposer, il fumait une cigarette et il se remettait à me fouetter. Quel est son nom? Son nom est Michel Dornay. Il vient de Toulouse. Après 2 ans en Syrie, Michel Dornay serait mort au combat à Kobani. Formés, endoctrinés, les combattants étrangers se transforment. Comme en témoignent ces photos extraites du téléphone d'un djihadiste russe mort en Syrie. En 10 ans, il s'est métamorphosé. En sillonnant ce territoire où la fumée des combats ne s'est pas encore dissipée, je me demande quels sentiments animent les djihadistes occidentaux qui ont, eux, survécu. Assument-ils d'avoir servi le mal? Éprouvent-ils de la culpabilité ou des regrets? Il fallait en rencontrer un pour avoir une réponse. Cet ancien étudiant est un djihadiste belge, aujourd'hui prisonnier des Kurdes. L'entretien a lieu dans une caserne militaire. Vous avez tué, vous avez combattu? Moi, j'ai jamais tué. Je suis content, j'ai jamais tué. J'ai pas fait une crime de guerre. Donc, vous n'avez pas combattu, vous n'aviez pas une arme avec vous? Tout le monde avait une arme.
Mais il y a des gens sont peureux, il y a des gens sont des combattants, il y a des gens sont déterminés, il y a des gens ils veulent la martyre, il y a des gens ils veulent pas la martyre, il y a des gens ils veulent la vie quoi. Et vous êtes quoi, un peureux ou un combattant, un tueur? Non, je suis pas un combattant, je suis pas un tueur. Je suis pas un tueur. Quand il y a eu les attentats à Paris, en Belgique aussi. En Belgique? J'ai rien fait moi. Mais la France bombarde. Est-ce que c'est toi qui as bombardé? Est-ce que vous avez bombardé? Vous n'avez pas bombardé, non? Non, vous étiez content, pas content quand il y a eu les attentats? C'était quoi votre réaction? La réaction? La vérité. Je sais pas. À l'époque. À l'époque? À l'époque. On se fait revoir, quoi. Comme presque tous, Hamza espère être jugé en Europe et nie sa responsabilité. Ce Belge habitait à Tapra, une petite ville située à une quarantaine de kilomètres de Raqqa. Son ancien immeuble a été bombardé par la coalition internationale. Seul un des appartements est encore accessible. J'ai des informations comme quoi ici habitaient des francophones, des djihadistes. Ah bon, ici? Oui, ici. C'était un appartement de djihadistes. C'est pour ça que je vous dérange. C'est pour ça que le bâtiment a été bombardé. Ce plafond supporte les 4 étages qui se sont effondrés dessus. Cette famille syrienne vient de s'y installer. Elle le loue pour 25 € par mois. Je n'ai pas le choix. Je vis ici. Ma maison a été détruite. J'aimerais bien un jour la retrouver. Loin de l'image que l'on se fait de la vie sous Daesh. Cette petite ville balnéaire a en réalité été longtemps épargnée par les combats. Beaucoup de djihadistes occidentaux s'y sont installés et ils y ont vécu paisiblement pendant 3 ans. À Tapra, 3 ans, il n'y avait pas de bombardement, l'avion ne tapait pas, et tu te sentais comme, oh, c'est les vacances ici. La vie est bien, si vous voulez nager, vous nagez. En fait, c'est une ville familiale, quoi. En fait, c'était une ville balnéaire. C'est une cité, c'est comme chez vous en France. Bon, pas comme chez vous en France, la France, c'est 1000 fois mieux. Donc voilà, quoi, c'est une cité en Syrie. Ils y reproduisent leur vie de quartier. Mon jeune guide était le voisin d'un couple franco-allemand. Il y en avait 4 dans ce bâtiment. Au rez-de-chaussée, il y en avait 1. Et l'appartement de mon voisin est là-haut. Il n'y avait que des djihadistes ici. Tu jouais avec des enfants français ou européens? Non, pas vraiment. Pourquoi? Je ne les comprenais pas. Même pas au foot? Au foot, oui, mais j'ai arrêté. Les djihadistes vivent sur le dos de la population, entre petites magouilles et passe-droit, telle une force d'occupation.
Après, il y avait beaucoup de Français, beaucoup de Belges. Et il y avait des gens aussi, ils ne travaillaient pas. Ils ne partaient pas au front, ils ne travaillaient pas, restaient avec leur famille. Mais ils profitent du salaire de Daesh, quoi. C'est combien? Ça ne suffit pas, ça, $50. Et la femme $50 et les enfants $35. Et surtout pour les Européens ils aiment bien claquer l'argent. Les Européens aiment bien tout ce qui est beau, là, Kinder, la marque, quoi. Ils arrivaient dans les épiceries et ils sortaient des liasses de billets. Ils achetaient plein de choses et nous, on les regardait faire. On n'avait que nos yeux pour pleurer. Ça se vivait bien. Il y avait une télé, j'avais une clim, télé plasma Samsung, frigo. Ils avaient des frigos tout neufs, mais ce n'était que du vol. Nous, on n'avait pas d'électricité. Et eux, ils installaient des générateurs. Et ils nous fournissaient du courant contre de l'argent. C'était des voleurs et rien que ça. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'injustice. Daesh, c'est des mafieux. Ils ont... Comment je vais expliquer ça? Mais c'est pas des soldats, des combattants, ça. Ça, c'est plutôt sur les leaders. Ceux qui prennent les plus belles maisons. Ceux qui prennent les meufs. Ceux qui font tout. C'est les leaders. C'est pas tout Daesh. Les soldats, tu fermes ta bouche, tu travailles. C'est ça, les soldats Daesh. Cette vision surprenante de djihadistes en goguette, aussi réelle soit-elle, ne doit pas faire oublier que tous, sans exception, ont vocation au combat. Comme en attestent ces images exclusives de formations militaires découvertes par Nihad. Tous les Occidentaux suivent des cours de stratégie de guerre. Sept mois d'entraînement militaire intensif pour apprendre à tuer. Quelle que soit sa nationalité, un djihadiste devait suivre cette formation. Qu'il soit à l'origine médecin, intellectuel ou ingénieur, peu importe. Il devait apprendre à combattre. C'était une règle instaurée par Daesh à tous les nouveaux arrivants, qu'ils soient adultes ou même enfants. Daesh y repère aussi les plus compétents, ceux qui pourront lui servir. Comme cet occidental de 27 ans. Après des mois d'enquête, il a accepté de me parler. Il affirme être anglais. Il a réussi à fuir l'État islamique avant sa chute et vit désormais libre, quelque part en Syrie, dans une zone sous protection turque. Méfiant, il impose un entretien téléphonique. Il est filmé par un homme de confiance. Oui, allô? Alors, coucou, comment ça va? Tu vas bien, mon frère? Oui, ça va. Ce jeune informaticien fait partie d'un groupe secret de Daesh, appelé l'Unité d'Or. Abu Anas Fourati, un des fameux dirigeants de Daesh, m'a dit « J'ai entendu parler de toi. Tu as beaucoup de qualités, tu parles plusieurs langues, 6 langues, et tu es un ingénieur informaticien. Alors tu peux nous aider. Tu es un hacker. » Il a rajouté « On veut que tu programmes nos roquettes. Le djihad islamique te l'impose. » J'ai répondu, je vais essayer de vous aider. Mais sa principale mission est de mettre en place un système d'espionnage interne de tous les djihadistes.
Pour Daesh, un hacker est très important. Il est considéré comme de l'or. Ils utilisent les hackers pour pirater WhatsApp, Instagram, Facebook ou Gmail. Ils m'ont demandé de contrôler tous les comptes dans les cybercafés de Raqqa. Avec cette unité de hackers, ils ouvrent tous les comptes. Ils lisent tous vos messages, toutes vos conversations, toutes vos vidéos. Ils contrôlent les gens à l'intérieur et à l'extérieur. Dans un document intitulé « La sécurité et l'espionnage », on peut lire: chaque membre de la communauté doit surveiller son entourage et signaler toute personne qui porterait atteinte à notre sécurité. Victime de cette paranoïa, le hacker devient suspect. Les services secrets de l'État islamique m'ont arrêté. Ils m'ont dit « Tu représentes un danger pour nous. Tu parles tellement de langues étrangères, c'est pas normal. Nous sommes convaincus que tu es un espion. Tu travailles peut-être pour les services britanniques ou d'autres services. » Ils m'ont mis dans une prison secrète à Raqqa. Le responsable de cette prison s'appelait Abou Sofiane. C'est un Français. C'est la première fois que j'entends parler d'un Français à la tête du plus grand centre de détention de l'État islamique. Grâce à un point GPS, je pars sur ses traces. La prison est située dans les sous-sols du stade de Raqqa. L'endroit est aujourd'hui interdit d'accès. À 29 ans, ce jeune homme y a passé 9 mois. Son témoignage révèle le vrai visage d'Abou Sofiane, le Français. Tous les prisonniers avaient peur de lui, même celui qui venait à peine d'arriver et qui n'avait pas encore été torturé. Il avait peur juste en entendant le nom d'Abou Sofiane. Tout le monde avait entendu parler de lui. Il était toujours masqué et nerveux. Il avait une multitude de façons de nous torturer. Il choisissait la méthode par rapport au corps et au poids du détenu. Il n'avait aucune pitié, ni envers les plus âgés, ni envers les plus faibles. Je n'ai pas trouvé d'éléments permettant d'identifier Abou Sofiane. Aucune photo, aucun nom. Seule sa cruauté a laissé une trace. Un de mes codétenus a eu une crise cardiaque. Il est mort rien qu'en entendant les cris des prisonniers qui se faisaient torturer. Il est mort sans même subir la torture. Il me déposait aussi dans une cage isolée qui n'avait pas de toit. Elle était en fer. J'avais les mains menottées. Il me disait « Je te pose une question, si tu mens, je te frappe. » J'étais prêt à avouer tout ce qu'il voulait, juste pour que ça se termine. On pleurait tous discrètement dans nos cellules. Si au moins on était coupable, on aurait supporté ça. Mais quand on est innocent...
Un jour, il m'a tendu un crayon et une feuille et m'a dit « Écris tes dernières volontés à ta famille ». Ce jour-là, j'ai compris que j'allais mourir. J'étais à la fois heureux et triste. Heureux d'en finir avec la souffrance et triste pour ma famille. Un sentiment que je n'oublierai jamais. Si je le croise un jour, je le tue. La vie des djihadistes occidentaux bascule le jour où l'offensive sur Raqqa est lancée. Après 4 mois de bombardements par la coalition internationale et des affrontements violents, 1130 civils sont morts et 80% de la ville est détruite. Les djihadistes fuient, en laissant derrière eux des Syriens meurtris, principales victimes de cette guerre. On ne savait pas comment dormir. On sortait pour aller travailler sans être sûr de revenir vivant. Les avions, les tirs ou un mot de travers à un djihadiste et tu meurs. C'était notre triste destin. J'ai perdu mon fils dans un bombardement. Mon fils était médecin. Un immeuble de 5 étages s'est effondré. Il a couru pour sauver des vies. Je lui ai dit de ne pas y aller, que c'était trop dangereux. Mais bon, il y avait Daesh là, là et là. Et la bombe est tombée sur lui. Beaucoup de djihadistes étrangers voulaient fuir. Si on les avait aidés, Daesh nous aurait coupé la tête. Quelques-uns se sont rendus aux Kurdes, d'autres n'ont pas réussi. Pour limiter le nombre de morts parmi les civils, la coalition permet alors aux djihadistes de quitter la ville en traversant ce fleuve. C'est une décision américaine. Raqqa était encerclée de 4 côtés. Ils ont permis la traversée du fleuve, de telle sorte que les djihadistes ne puissent pas emporter avec eux les armes lourdes. Ils ont pris la direction de Deir ez-Zor, puis Shaddad, jusqu'à leur fin. Ce parcours, je vais le suivre jusqu'à Barouz, leur dernier territoire. 269 km. Je veux découvrir si cette armée en déroute a commis des exactions, si des Occidentaux y ont participé. La fuite a duré 2 ans, émaillée de violents combats contre une coalition de Kurdes et d'Arabes syriens. La voici filmée de l'intérieur. Cette vidéo a été retrouvée sur le cadavre d'un djihadiste et m'a été confiée. Ces images inédites sont celles d'une armée en bout de course, prête à toutes les horreurs. Affaiblis, les djihadistes utilisent même des enfants pour combattre. Poursuivis par l'armée kurde, ils résistent.
Ivre de vengeance, il s'acharne sur des prisonniers. Et traînent leurs cadavres comme un trophée. Difficile de discerner parmi ces combattants les Occidentaux. Ils tirent les dernières salves avant de récupérer leurs blessés et de reprendre la fuite. Quand ils sont passés par là, ils se sont installés chez moi. Ils ont utilisé la laine de mes oreillers et celle de mon canapé pour fabriquer des ceintures explosives. Ils ont utilisé ma chambre comme hôpital pour soigner leurs blessés. J'ai trouvé des aiguilles, des pansements et des bouteilles d'oxygène. Les avions ciblaient chaque mouvement au sol. Et surtout les personnes armées. Pour fuir, quelques-uns s'habillaient en civil, avec une djellaba. Quand ils ont quitté ma maison, ils ont pris tous mes meubles. J'ai compris après qu'ils les ont utilisés pour se cacher dedans, pour quitter la région. Je poursuis mon enquête vers le sud. La zone est dangereuse. À bord d'un véhicule militaire sous la protection de l'armée kurde, je m'enfonce dans le désert. Ici, plus âmes qui vivent. Seuls des hommes en armes montent la garde. Il y a 3 mois, ces 2 combattants syriens ont vécu leur pire affrontement avec Daesh. On était en première ligne. Je suis sorti du camp pour chercher de quoi consolider nos tentes. Et là, je suis tombé nez à nez sur eux. C'était la première fois que je les voyais de si près. J'ai vu d'abord des voitures. Après, j'ai découvert qu'elles étaient armées et que l'une d'elles était blindée. Les images de cette offensive ont elles aussi été retrouvées sur un djihadiste mort. Ils étaient au moins 20 pick-up. C'était dingue. Leur émir a été touché une première fois. Et la deuxième fois, il a reçu une balle dans l'épaule. Il n'avait plus de munitions.
Il leur a ordonné de tenir leur position, mais beaucoup ont commencé à fuir. Il portait une caméra qui a tout filmé, et on voit bien comment ces hommes l'ont abandonné, et comment il a filmé sa propre mort. C'est le début des défections. Avec sa femme et ses 2 enfants, Hamza décide de quitter l'État islamique. Il se rend aux Kurdes. Les gens ils disent pourquoi on vous a pas quitté depuis longtemps? Mais c'est pas facile non plus. Il y a les services secrets, il y a les mines, il y a les Turcs avec leurs snipers, et Daesh il travaille à la frontière et regarde qui veut se barrer. Donc en fait c'est pas facile de sortir et quitter. Tous les jours. Sans mentir, tous les jours, on sortait avec un sac à dos, nos enfants. On allait rendez-vous avec le passeur. Tous les jours, il disait « Aujourd'hui, il y a une sortie pour vous. Aujourd'hui, aujourd'hui. » Et il n'y avait jamais de sortie. Il demande beaucoup d'argent pour sortir. Combien? Entre 6 à 10 000 $ par personne. Il faut avoir vraiment l'argent pour faire ça. Mais c'était impossible de partir. Impossible. Certains rêvent de déserter, mais d'autres sont déterminés à aller jusqu'au bout. Je suis avec l'armée kurde, à quelques kilomètres de Barouz, la dernière poste tenue par les djihadistes. Par où je passe? Ici, les soldats avancent prudemment. Il n'y a plus que des tombes vides, à perte de vue. Ils n'ont même pas eu le temps d'enterrer leurs morts. Il y a ici à peu près 1000 tombes. Ils étaient déterminés à mourir alors? Oui, bien sûr. Ils voulaient mourir. Vous imaginez 1000 tombes. C'est énorme. La fuite se termine ici à Barouz. Ils sont encore quelques milliers de djihadistes. Voici ce qui nous sépare. Il y a juste ce bout de terre entre eux et nous. C'est la fin pour eux. Oui, c'est fini. Ils n'ont plus aucune échappatoire. C'est ici qu'ils vont tous mourir. Barouz, c'est tout petit. Nous, les Syriens, nous n'avions jamais entendu parler de ce village avant. Ils étaient très nombreux pour un si petit village. Alors ils logeaient dans des voitures, sous des tentes ou dans des tunnels. Ils planquaient leurs armes et leur nourriture sous terre. Et ils utilisaient les civils comme boucliers humains. Il n'y avait pas d'eau, on vivait dehors dans les tentes fabriquées par nous-mêmes, avec plastique, des tapis. Des bouts de bois, ce qu'on trouvait. Il n'y avait pas de l'eau à boire, on boit de l'eau, elle était noire, elle avait un goût très dégueulasse. Les enfants étaient tous malades, tous maigris. Elles ont passé 7 mois dans l'enfer de Barouz. J'ai perdu 2 enfants. Un qui était donc assez jeune encore, qui avait 4 mois à cause de mal ou sous-nutrition. Donc il était, je pense, arrivé à un stade de déshydratation. Mais je pense que le plus dur, ça a été de voir sa sœur jumelle à Barouz, il y a 4 mois, se prendre un éclat de missile, un bombardement. Et je pense que c'est difficile de s'en remettre. Et
Si on ne s'occupe pas de leurs enfants, si on ne change pas leurs pensées, ils seront pires que leurs parents. Ils ont besoin d'être suivis de près, car un enfant est une éponge. Les plus petits, on peut espérer les sauver, mais il faudra y consacrer du temps. Et les adultes? C'est trop tard. C'est ma faute, hein, j'avoue ça. Et même si les gens, le peuple français, le peuple belge, s'il ne veut pas de nos retours, même si on regrette, on veut pas, on regrette, et c'est notre faute, et on s'excuse, et on veut retourner, on veut une deuxième chance, ben, l'opinion publique, ils vont dire partez en Irak, va se faire pendre. Vas-y, envoie-les chez Bachar, qui se fait torturer. C'est ça l'opinion publique. Bon, la même chose, hein. Si je faisais parmi eux à Paris ou à Bruxelles et je vois une vidéo, je vais dire mais qui se fait prendre celui-là? On veut pas de celui-là. Qui se fasse tuer celui-là. C'est comme ça l'être humain en fait. Et vous pensez quoi? Vous méritez d'être torturé, d'être pendu? Mais aussi deuxième chance, ça existe, non? Ça existe pas. Pour moi, les djihadistes, qu'ils aient été des criminels, des assassins ou de simples sympathisants, doivent être jugés le plus sévèrement possible. Car ce qui est arrivé ici ne doit pas se reproduire. Personne ne pourrait le supporter. Aujourd'hui, le travail de justice ne fait que commencer. De terre émergent à peine les preuves des crimes des djihadistes. Plusieurs dizaines de charniers ont été découverts autour de Raqqa. À chaque fois qu'un charnier est découvert, j'y vais à la recherche de mon frère. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Le temps est printanier aujourd'hui. Combien de cadavres a-t-on sorti? 7, c'est ça? Une femme, un condamné et des combattants. Il y a la trace de la balle. C'est tout ce qu'il reste de lui. Ce bandeau, c'est la preuve d'une exécution. Tu notes son numéro? Comment s'appelle ce charnier? Al-Jabal. Et vous avez terminé les recherches dans l'autre? Oui, on a fini. Tu es d'où, toi? De Raqqa. Moi, je sais qu'il est mort. Mais j'aimerais pouvoir l'enterrer moi-même. J'aimerais que ma mère puisse faire son deuil et qu'elle puisse se recueillir sur sa tombe. Que je puisse dire à sa femme et à ses enfants... Depuis le début du conflit syrien,
370 000 personnes ont perdu la vie. Mon petit-fils me dit « Mamie, pourquoi tu pleures? Mon père n'est pas là. Il n'y a que ses habits ici. Lui, il est au paradis. » Je lui réponds « Oui, si Dieu le veut. » Mon fils était raffiné. Ses habits, ses paroles. Regardez, même sa tombe est raffinée. Elle est la plus belle. Oui, mon chéri, même ta tombe est belle.